Imaginons une scène un peu cocasse. D'accord, je vous écoute. Un type arrive à un grand banquet, un truc très prestigieux. Et voulant faire une impression vraiment mémorable, il se présente avec un cadeau somptueux, magnifiquement emballé. Il le tend avec une immense fierté à l'hôte de la soirée. Jusque-là, tout va bien, c'est plutôt poli. Sauf que l'hôte déchire le papier cadeau, ouvre la boîte, et là, il découvre l'argenterie de sa propre salle à manger. Oh non, le malaise. Ouais, une argenterie que l'invité a discrètement piquée dans un tiroir de la maison 5 minutes plus tôt. C'est complètement absurde et surtout très gênant. Absurde, c'est le mot. Pourtant, ça illustre une idée profondément ancrée dans notre psychologie. Pour donner quelque chose, il faut absolument, et en tout premier lieu, que cette chose nous appartienne. L'acte même de donner est totalement lié à un sentiment de propriété. Bah oui, cette équation, c'est vraiment la fondation de toute notre conception de la générosité. Le prérequis silencieux du don, en fait, c'est la possession. C'est ça. Dans notre logique de tous les jours, si je donne, c'est que je possède le capital initial, qu'il soit matériel, émotionnel ou même intellectuel. C'est binaire, quoi. Et notre société fonctionne presque exclusivement sur ce modèle transactionnel. Eh bien, entrons dans le vif du sujet, car aujourd'hui, pour notre plongée au cœur de ce concept, on analyse un court essai philosophique qui vient complètement pulvériser cette équation. Et c'est un texte super dense d'ailleurs, hein. Très dense, ouais. Il croise de manière fascinante la psychologie de l'attachement, les neurosciences cognitives et les traditions contemplatives. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer ce concept qui a l'air simple sur le papier, le fameux lâcher-prise absolu. Ou l'idée du tout donner à Dieu ou à la source, selon le vocabulaire qu'on préfère. Exactement. Mais attention, le texte qu'on étudie n'aborde pas ça comme un dogme religieux du tout. Non, pas du tout. Il l'examine vraiment comme un modèle de fonctionnement de l'esprit humain, une sorte de mécanique de la conscience. Et c'est pour ça que ce document est si pertinent, pour le coup, hein. Que l'on ait une pratique spirituelle ou qu'on s'intéresse juste à la psychologie clinique, ça marche. Ça met le doigt sur un de nos angles morts les plus tenaces. Lequel, tu dirais? Eh bien, ça nous force à observer non pas ce que nous donnons, mais plutôt la structure mentale qui revendique la propriété de ce qu'on croit donner. Ouais, c'est puissant. D'ailleurs, le texte s'ouvre sur une question super directe. Une question que l'auteur entend apparemment très souvent. Comment tout donner à Dieu? La fameuse question. Voilà! Quand on lit ça, on sent presque la bonne volonté de la personne, tu vois. On imagine quelqu'un de sincère, peut-être un peu épuisé par la vie, qui cherche une méthode claire. Un mode d'emploi, quoi. Bah, notre esprit adore les listes. C'est clair, hein? On s'attend à lire un truc du genre « les 5 étapes faciles pour atteindre le détachement absolu ». Mais la réponse de l'auteur, c'est une douche froide monumentale. Ah oui, il n'y a pas de méthode. Du tout. Rien. Il dit que le simple fait de poser la question révèle une erreur de perspective de base. La rapidité avec laquelle il coupe l'herbe sous le pied de l'ego, c'est remarquable. Parce que l'esprit humain, face à un concept comme le détachement, il veut tout de suite le transformer en projet, en tâche à accomplir. Ouais, on se dit donnez-moi la marche à suivre, je ferai les efforts et j'aurai mon résultat. Déballons un peu tout ça parce que c'est le cœur absolu de ce paradoxe. Pour bien comprendre, j'ai pensé à l'analogie du locataire. Ah, j'aime bien cette idée. Vas-y. Eh bien, c'est exactement comme essayer de faire solennellement don d'une maison qu'on est juste en train de louer et de la donner à la personne qui en est le véritable propriétaire. Celle dont le nom est sur l'acte de vente depuis toujours. C'est ça. C'est ridicule. On se tient super fièrement sur le paillasson, on tend des clés qu'on a seulement empruntées pour le séjour et on s'attend secrètement à recevoir une médaille pour notre immense générosité morale. Sauf qu'en fait, on n'a jamais, à aucun moment, possédé ces clés. L'image est vraiment frappante. Et elle rejoint exactement le constat de lucidité que demande le texte. Voilà, c'est un recadrage radical. Totalement. L'auteur souligne que l'erreur initiale, ce n'est pas un manque de générosité. C'est cette illusion tenace de la propriété. Le véritable don ne commence par aucun effort, ni par un sacrifice. Ça commence par quoi alors? Par une perception claire. Réaliser que tout ce qu'on croit posséder ne nous appartient pas. Et ne nous a d'ailleurs jamais appartenu. Ce n'est pas un acte moral, c'est vraiment un redressement cognitif. Mais si on suit cette logique, ça soulève une question immédiate et même assez vertigineuse. Si le don classique est impossible parce que je ne possède rien, mais qu'est-ce qu'on croit à tort posséder? La liste est longue. Parce que si je fais l'inventaire de ma vie, j'ai l'impression de posséder énormément de choses, même au-delà du matériel. Et là, le texte dresse une liste qui commence doucement, mais qui devient vite très déstabilisante. L'auteur procède par cercle concentrique, en fait. Il part de l'extérieur pour aller vers l'intime. Il commence par le corps physique en disant « le souffle ne t'appartient pas ». Ce qui est vrai.
D'un point de vue physiologique, c'est irréfutable. Le système nerveux autonome gère la respiration quand on dort, sans aucune intervention de notre volonté. Ensuite, il fait un pas de plus et écrit « Les pensées ne t'appartiennent pas ». Et ça, pour le coup, c'est une pilule super difficile à avaler pour notre cerveau rationnel. On est hyper fiers de nos idées en général. Ah oui, on dépose des brevets, on signe des articles, on défend nos opinions avec force. Donc, l'idée que nos pensées ne nous appartiennent pas, ça vient heurter de plein fouet notre sens de l'autonomie intellectuelle. C'est sûr. Mais si on observe la mécanique de la conscience avec un peu d'attention, on réalise que les pensées émergent toutes seules. Elles surgissent dans le champ de notre attention. On ne décide pas de fabriquer une pensée, Voilà, on ne décide pas consciemment de fabriquer une pensée avant de la penser. Sinon, on la penserait déjà avant de la créer, c'est absurde. ça tourne en rond, ouais. Ce sont juste les fruits de réseaux neuronaux, des associations d'idées automatiques. Et l'auteur élargit encore le truc en disant « La vie ne t'appartient pas ». La force vitale, le métabolisme, c'est un phénomène qui nous traverse, c'est pas une propriété privée. Bon, je veux bien concéder que je ne gère pas consciemment l'oxygénation de mes poumons. Et que l'apparition de ma pensée pour le dîner de ce soir, ça échappe à mon contrôle. C'est de la biologie basique. On est d'accord. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant et provoquant. Là, je dois exprimer une incompréhension totale face au texte. L'auteur s'attaque au noyau dur. Il dit que notre identité ne nous appartient pas. Ah, le grand mot est lâché. Attends, là le texte va trop loin pour moi. Comment ça, mon identité ne m'appartient pas? Mes traumatismes que j'ai surmontés, mes choix de carrière, la musique que j'aime, ma personnalité, c'est littéralement mon code source. C'est ce qu'on se dit tous. C'est la chose la plus intime au monde. Comment on peut balayer ça d'un revers de main en disant que ça ne m'appartient pas? Eh bien, cette résistance que tu exprimes, c'est la réaction la plus saine et la plus prévisible face à ces concepts. C'est le système de défense de l'ego qui s'active, tout simplement. Mon ego n'est pas très content, c'est vrai. Pour comprendre son argument, il faut s'arrêter sur le terme exact qu'il emploie. Si on relie cela à une perspective plus large, il ne nie pas que ces expériences, ces traumatismes, ces choix ont eu lieu. Il décrit l'identité comme un assemblage. Un assemblage? Genre comme un collage de différentes pièces? C'est tout à fait ça. En psychologie cognitive, on parle de récit narratif de soi. L'identité, c'est pas une entité solide, éternelle. C'est pas une petite personne assise aux commandes dans notre cerveau. C'est un peu décevant dit comme ça. Et c'est libérateur. C'est un récit que l'esprit a bricolé au fil du temps, à partir de souvenirs, de peurs conditionnées, de normes sociales. C'est un assemblage fonctionnel pour naviguer dans la société. D'accord, un outil pratique? Mais le texte ajoute une précision vitale. C'est un assemblage que tu protèges. La protection, ouais. C'est vrai que quand on a l'impression d'être attaqué sur ses opinions, on réagit physiquement, le cœur bat plus vite, on se crispe. Ça demande une énergie folle de maintenir cette forteresse, tu sais, une énergie métabolique colossale. L'esprit revendique ce collage narratif en disant « c'est moi » et passe sa vie à scanner l'environnement pour défendre ce bricolage. Contre n'importe quelle petite menace. L'argument central, c'est que cette structure mentale qu'on appelle identité n'est pas notre essence fondamentale. C'est un phénomène conditionné que la conscience s'est approprié par habitude. D'accord. Je commence à saisir la nuance. Si je récapitule la logique implacable du texte, je veux tout donner pour atteindre le lâcher-prise. Le texte m'arrête direct en m'expliquant que c'est une impasse, car je ne possède rien. Exactement. Mon souffle, mes idées, mon énergie, et même cette fameuse identité pour laquelle je me bats. Tout ça n'est qu'un flux d'événements et d'assemblages. Je n'ai pas le titre de propriété. Mais alors, comment on passe de la théorie à la pratique? Il faut changer de méthode. Parce que reste-t-il à faire? L'auteur propose une reformulation qui change tout. Il dit « tout donner » signifie juste « cesse de tout approprier ». Et là, on touche à la mécanique même de la non-appropriation. L'acte de donner ne consiste plus à prendre un objet pour le tendre à quelqu'un. Ça devient un acte de non-revendication. C'est moins fatigant. Beaucoup moins. L'instruction n'est pas de détruire la pensée ou de fuir la peur. Il s'agit de changer la relation que notre conscience entretient avec ce qui se présente. Pour rendre ça bien visuel, reprenons une image. Imaginons que l'esprit, c'est le grand hall des arrivées d'un aéroport international. Ah oui, le fameux tapis à bagages. Voilà. Nos pensées, nos peurs, c'est les bagages qui tournent en continu sur le grand tapis roulant. Et ce qu'on fait en permanence, c'est courir le long de ce tapis. On s'agite dans tous les sens. On voit arriver une énorme valise noire, très lourde, étiquetée « Peur de l'échec professionnel ».
On saute dessus, on la serre contre nous et on hurle « c'est ma valise, c'est ma peur Et on la porte alors qu'elle pèse une tonne. ». Ouais. Et quelques mètres plus loin, on voit une petite valise brillante nommée « désir d'être admiré ». On la grippe aussi. Ça, c'est à moi. Et on finit écrasé sous une montagne de bagages, en sueur, tout ça parce qu'on s'obstine à revendiquer le moindre truc sur le tapis. Cette allégorie illustre parfaitement la source de notre souffrance psychologique. L'acte obsessionnel de revendication. C'est épuisant. Et l'instruction de l'auteur, ce n'est pas de faire exploser les valises, ni d'arrêter le tapis roulant, ce qui serait de la pure répression émotionnelle. Ce qui ne marche jamais, d'ailleurs. Jamais. L'idée, c'est de s'asseoir tranquillement sur un banc, dans le hall, de regarder les bagages défiler devant soi, et de réaliser que votre vrai nom n'est inscrit sur aucune de ces étiquettes. Juste les regarder passer. Le texte le formule avec une simplicité folle. Il dit « Quand une peur apparaît, ne la prends pas comme si elle était à toi. C'est une pensée. Point. » C'est fascinant. C'est une peur, pas ma peur. C'est une pensée, pas ma pensée. Le glissement grammatical a l'air mineur, mais l'impact cognitif doit être tectonique. Totalement. C'est la différence entre être le personnage piégé dans un film d'horreur et être le spectateur confortablement assis dans la salle de ciné en train de regarder l'écran. Cette distance crée vraiment l'espace de la désidentification. D'ailleurs, l'auteur poursuit avec des instructions directes. Il demande de laisser ces éléments être remis à la source d'où tout vient. C'est ça. Et il liste des choses précises. Les images du futur qu'on fabrique, les histoires que notre esprit se raconte en boucle et les rôles auxquels on s'identifie. Et ces histoires qu'on se raconte, c'est d'une pertinence folle. On passe nos journées à scénariser notre propre vie. Genre, il m'a regardé comme ça parce qu'il me respecte pas. Ou bien, si j'ai pas cette promotion, ma vie est foutue. L'auteur nous demande d'abandonner nos droits d'auteur imaginaires sur ces fictions. On lâche la valise, on la laisse glisser vers l'arrière-boutique de l'aéroport. Mais là, il y a une nouvelle résistance qui apparaît forcément. Si je lâche absolument tout, mes rôles, mes ambitions, mes peurs, je vais m'évaporer. Ah, la peur du vide. Mon esprit va devenir un vide intersidéral, une apathie totale. Je vais plus rien faire de ma vie. C'est hyper terrifiant comme perspective. C'est la terreur classique de l'ego qui a peur de disparaître en fait. Mais le texte affirme que c'est l'exact opposé qui se produit. L'absence d'ego n'est pas l'absence d'action. L'auteur dit, c'est dans cet espace libéré que quelque chose de très simple se révèle. Et qu'est-ce qui se révèle concrètement quand on arrête de dépenser toute cette énergie mentale? Parce que soudain, on a beaucoup de bandes passantes disponibles dans le cerveau. Eh bien, l'auteur décrit des conséquences qui émergent toutes seules, sans l'intervention de la volonté. Il parle d'abord d'une joie qui ne dépend de rien. Inconditionnel, donc? Exactement. D'habitude, je suis joyeuse parce que j'ai eu une augmentation ou parce qu'il fait beau. Là, c'est une joie structurelle qui jaillit naturellement de l'espace mental qu'on vient de désencombrer. Il parle aussi d'élan lumineux qui apparaissent d'eux-mêmes alors que tu ne cherches rien. On retrouve cette idée d'absence d'agenda personnel. Oui, on ne force plus rien. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond pour notre quotidien? Par exemple pour la créativité. C'est un point super intéressant du texte. Ah, la créativité, c'est un excellent exemple. Dans notre culture, la créativité, c'est un truc qu'on extrait de force. On fait des réunions de brainstorming sous pression, on boit du café, on se tord le cerveau pour innover. C'est super anxieux comme processus. Le contraste est hyper éclairant avec la vision du texte. La véritable créativité ne se fabrique pas à la force du poignet. Il écrit que la créativité se met à circuler. Toute seule. Sans vouloir trouver des solutions pour tout. Le cerveau est saturé par l'anxiété du futur ou occupé à défendre les frontières d'une identité fragile. Cette fluidité est bloquée. C'est l'embouteillage mental. Mais dès que la non-appropriation désactive le système d'alerte, une intelligence plus vaste peut circuler sans friction. Des associations d'idées inédites apparaissent. C'est le fameux état flow en fait. Dès qu'on arrête d'essayer de diriger le courant de la rivière avec nos petits bras en hurlant des ordres, l'eau sait parfaitement comment contourner les rochers. Belle image, c'est tout à fait ça. Et le texte aborde ensuite la paix intérieure. Mais pas comme dans les magazines de bien-être, attention. Non, il dit que même dans des moments de tension, on sentira une paix profonde, comme si elle avait toujours été là. Parce qu'on a retiré le bruit de fond assourdissant de notre appropriation mentale. Il l'appelle même la vérité, avec une majuscule. Oui, car elle ne s'explique pas par la logique. Et pour conclure, l'auteur ramène ça vers quelque chose de très humain. Il affirme que cet état permet l'expression naturelle de qualités divines. Bon, le mot divin peut braquer certains rationalistes. Enlevons le vernis mystique 2 secondes pour traduire ça.
Quand il parle de bonté, de clarté, de patience, de gratitude, il parle de nos états psychologiques par défaut quand on n'a plus peur. Ce n'est pas une morale à suivre. Force à afficher en société. C'est pas une patience où on serre les dents en attendant que l'autre se taise. Exactement. Si on ne perçoit plus l'autre comme une menace pour notre petit assemblage appelé moi, la bonté devient la seule réponse logique du système. Et si on n'est plus agrippé à un résultat futur, la patience n'est plus un effort, c'est juste de l'observation naturelle. Ce que nous amène à la résolution finale du texte. La phrase de clôture, qui est une vraie apothéose, la voici. Car lorsque la conscience cesse de s'approprier la vie, elle devient le courant de vie. C'est la réponse ultime à l'énigme du début. Comment tout donner à la source? Eh bien, en réalisant que la séparation n'a jamais existé. On lâche le bord. Tant que la conscience se tient sur la rive, essayant d'attraper l'eau frénétiquement en criant « c'est mon eau », elle s'épuise. Dès qu'elle lâche cette illusion, elle réalise qu'elle n'est pas sur la rive. Elle est dans l'eau. Elle a toujours été une goutte d'eau faisant partie de la rivière. Elle ne regarde plus le courant, elle devient le courant. Si on résume l'impact global de ce texte, c'est une invitation radicale à lâcher le volant de notre existence. Non pas pour s'écraser dans le décor, mais avec cette promesse que le véhicule roulera infiniment mieux, plus créatif, plus joyeux, dès qu'on arrêtera d'en forcer la direction. On arrête de courir après les valises et on rend les clés au vrai propriétaire. Et soudain, tout l'espace s'ouvre. Pour clore cette exploration, je laisse une dernière pensée en suspens. Une réflexion provocatrice pour vous qui nous écoutez. Je sens que ça va cogiter. Si on va au bout de la logique de ce texte, si ce souffle n'est pas à nous, si ces pensées sont des phénomènes passagers, si nos peurs, nos ambitions, notre identité rassurante ne sont qu'un collage qu'on doit rendre au grand tapis roulant. Oui. Alors si on retire absolument tout ce bagage qui ne nous appartient pas, qui ou qu'est-ce qui est en train d'écouter cette analyse en ce moment même? Le moi véritable, une fois dépouillé de tout ça, est-il finalement un grand espace vide, silencieux et purement conscient?